Bienvenue sur Géopolitis. Est-ce un peuple? Est-ce une nation? Est-ce un pays? Le Kurdistan, à l'évidence, a une histoire, mais a-t-il un avenir? Et son avenir réside-t-il dans l'indépendance d'un territoire national regroupant tout de même 37 millions de citoyens? Ou doit-on simplement disserter sur un statut d'autonomie, une autonomie plus ou moins large, à l'image du Kurdistan irakien actuel? Et ce qui est valable pour ce territoire irakien, l'est-il pour les autres Kurdistans, celui d'Iran, celui de Syrie et celui, le plus grand, le plus turbulent, celui de Turquie? Il y a d'abord un constat historique et actuel. Le Kurdistan est le plus grand peuple du monde sans État. Des promesses d'un État, il y en a eu. C'était en 1920, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Les Alliés victorieux s'étaient engagés à créer un État qui corresponde aux aspirations territoriales des Kurdes. C'était le traité de Sèvres. 3 ans plus tard, à Lausanne, on crée la Turquie dans ses frontières modernes. C'en était fini du rêve kurde. Géopolitis s'intéresse au devenir hypothétique de ce Kurdistan. Les Kurdes le disent eux-mêmes, il y a une nation kurde qui vit de son histoire, de sa langue, de sa culture, de ses traditions et même de sa musique. Une nation présente depuis 2000 ans au moins sur les terres d'Anatolie et de Perse. Une nation qui se trouve partagée, écartelée peut-on dire, entre ces 4 États que les Kurdes traitent volontiers de prédateurs. Le Kurdistan, en superficie, c'est quelques 500 000 mètres carrés, un peu moins que la France, répartis ainsi. Le Kurdistan de Turquie, le plus grand, le plus peuplé, 20 millions de Kurdes, un quart de la population turque, capitale Diyarbakir. Il y a le Kurdistan d'Iran, 10 millions d'habitants, 13% de la population iranienne, capitale historique, Mahabad. Vient ensuite le Kurdistan d'Irak, on en a parlé, 5 millions de Kurdes, 1/5 de la population de l'Irak, capitale Erbil, le seul des 4 Kurdistans à jouir d'un réel statut d'autonomie. Enfin, on en parle beaucoup ces temps-ci, il y a le petit Kurdistan de Syrie, 2 millions d'habitants, pas tout à fait 1/10 de la population. Mais au-delà de ces cartes qui donnent une image monolithique, eh bien, on doit nuancer cette illusion d'un Kurdistan uni, unanime dans son action pour un vrai statut, pour peut-être une réelle indépendance. Politiquement, militairement, c'est le plus souvent la division interkurde qui est la règle et l'unanimité l'exception. L'indépendance, tant exigée il y a 20 ans par le PKK, la mouvance militante du Kurdistan de Turquie, n'est plus vraiment à l'ordre du jour, irréaliste, dangereuse, inacceptable par les pays concernés. Depuis les événements d'Irak, c'est plutôt le statut d'autonomie que l'on réclame, ainsi d'ailleurs que le défendait l'un des 2 leaders historiques des Kurdes irakiens, Massoud Barzani. Avant, il y avait une dictature dans ce pays, et on a bien vu que ça n'a pas marché. Seul un système fédéral, avec une autonomie poussée pour chaque région, peut nous garantir un meilleur avenir. De fait, les 3 autres Kurdistans regardent actuellement la réalité de leurs frères irakiens, une région autonome, riche, calme, enfin beaucoup plus sécurisée, disons, que le reste de l'Irak. La lutte armée a eu et a toujours en partie ses partisans, mais le temps est au réalisme, au dialogue, au compromis, plus seulement à l'affrontement. La question est la suivante. Est-ce que les capitales concernées, Ankara, Téhéran et Damas, peuvent entendre ce genre de message? « 45 000 morts depuis 1984, date à laquelle le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, s'est lancé dans la lutte armée contre le régime d'Ankara. 1992, c'est l'époque de la grande répression, des centaines de villages kurdes sont rasés. Dès 1993, il n'y a plus aucun dialogue entre les 2 parties. En 1999, les militaires turcs repèrent au Kenya et arrêtent spectaculairement le chef du PKK, Abdullah Öcalan. Arrivé en 2003 à la tête du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan annonce qu'il veut mettre un terme à toute cette violence. Des négociations ont lieu entre 2005 et 2011 sans grand résultat. Entre-temps, Erdogan fait des concessions sur la langue et les pratiques kurdes. Des partis politiques pro-kurdes sont créés, des députés kurdes siègent au Parlement d'Ankara, mais les frictions demeurent, des attentats anti-turcs sont toujours planifiés, 3000 combattants kurdes seraient toujours à l'œuvre dans la clandestinité.
3 dates marquent l'histoire de ce que l'on appelle aujourd'hui la région kurde d'Irak. 1988, l'horreur d'Al-Habja, 5000 Kurdes gazés par Saddam Hussein. 1991, c'est la fin de la première guerre du Golfe, un premier statut d'autonomie lorsque l'ONU, pour soustraire les Kurdes à la fureur du dictateur, décide d'interdire à Bagdad de franchir le 36e parallèle. En 2005, après la chute du tyran et le référendum sur la nouvelle constitution, c'est l'officialisation de cette autonomie. Un Kurde, Jalal Talabani, devient même président du pays. Le parlement d'Erbil siège avec 11 députés. Réalisme oblige, Ankara devient le premier partenaire commercial des Kurdes d'Irak. La région est riche, notamment en pétrole, les Kurdes passant même des contrats directement avec les grandes compagnies pétrolières. Mais tout n'est pas idéal dans ce Kurdistan-là. La corruption existe, les luttes fratricides ont fait 4000 morts entre 1994 et 1998. C'est la chape de plomb, l'état de siège permanent. Les 10 millions de Kurdes iraniens sont passés de l'oppression des Shahs d'Iran à celle des ayatollahs. Les Kurdes d'Iran, qui se rappellent que leur capitale Maharabad a connu une très éphémère république, sont en large majorité des sunnites, une raison supplémentaire d'être persécutés par le régime chiite de Téhéran. En août 1979, les gardiens de la révolution, les Pasdaran, avaient détruit 240 villages et causé la mort de quelques 40 000 personnes. « 2012 est une année historique pour ces Kurdes dont la constitution syrienne ne reconnaît ni la nationalité, ni la langue, ni la culture. Un déni total d'identité pour ces 2 millions de citoyens qui subissent une oppression à huis clos et qui, à l'inverse de leurs frères turcs ou irakiens, n'ont jamais pu avoir le moindre représentant élu, ni maire, ni député. Une communauté qui, pour son malheur, est actuellement très divisée en plus d'une dizaine de mouvances. Actuellement, pour des raisons stratégiques et parce que le régime de Bachar el-Assad doit organiser la répression dans le reste du pays, ces Kurdes échappent aux horreurs que connaît la Syrie, cela dit. En cas de guerre civile prolongée en Syrie, les Kurdes savent parfaitement que leur avenir se jouera du côté du grand pays voisin, la Turquie. L'invité de Géopolitis, Özcan Yilmaz, qui est chercheur au département d'histoire générale de l'Université de Genève, auteur d'une thèse sur le nationalisme kurde en Turquie. Vous êtes kurde de Turquie. D'ailleurs, comment dit-on kurde de Turquie ou turc du Kurdistan? Qu'est-ce qu'ils disent les Turcs? Les Turcs, ils préfèrent dire qu'il n'y a que des Turcs, bien évidemment. On ne dit pas, on oublie de dire du Kurdistan. Le Kurdistan, c'est toujours un mot tabou. Vaut mieux ne pas le prononcer en Turquie, mais le terme kurde est quand même admis depuis les années 90. On peut le dire. Un pays, un État, une nation? Alors, un État, non. Mais un pays, un peuple, oui. Un pays, un peuple, oui. Un État, non. Par contre, depuis un certain nombre d'années, on peut parler d'un quasi-État en ce qui concerne le cas du Kurdistan d'Irak, puisque c'est une région autonome. Le Kurdistan irakien a une reconnaissance constitutionnelle. Il a toutes les institutions d'un État, sauf la reconnaissance internationale. On peut vraiment parler du cas d'un quasi-État. Alors, quasi-État pour cette partie en Irak du Kurdistan, est-ce que c'est un modèle pour les 3 autres parties syriennes, iraniennes, turques? Ça a des influences, bien évidemment. Donc, quand on prend le cas des 4 Kurdistan, on peut parler de ce principe de vase communicant. Il y a des influences. En Turquie, pendant très longtemps, il y avait la revendication d'un État indépendant, mais depuis un certain nombre d'années, on a renoncé à cette revendication. Et depuis qu'on a commencé à parler de l'autonomie, même si on ne prononce pas ce mot-là, que le Kurdistan irakien est un modèle, il a des influences. On s'en inspire beaucoup. Indépendance, non. On n'en parle plus. Un mouvement comme le PKK, mouvement armé, oui, qui prône la lutte armée, ne prononce plus le mot indépendance. Non, il ne le prononce plus. En plus, il a modifié son programme depuis. Donc, il avait déjà commencé à parler d'une autonomie respectant les frontières de la Turquie, mais après l'arrestation de son dirigeant en février 99, il y a aussi une modification de son programme. Et dans ce programme, on a supprimé le mot indépendance. On parle plutôt d'une autonomie. Est-ce que dans l'esprit de l'ensemble des Kurdes, c'est fini?
C'est-à-dire ce rêve d'une nation kurde telle qu'elle avait été promise il y a bien longtemps, presque un siècle, dans le traité de Sèvres. Non, il est très difficile de dire que c'est fini. En fait, il y a eu une modification de cette revendication puisque les mouvements kurdes, les partis kurdes se sont rendus compte que même si c'est une revendication tout à fait légitime, même s'il y a eu une reconnaissance internationale dans le traité de Sèvres, ils savent très bien que c'est extrêmement difficile à réaliser puisque ça aura des implications sur les frontières de 4 États. Et donc les Kurdes tout seuls, ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que la communauté internationale les soutiendra? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Il reste ce sentiment d'injustice, voire de trahison, dans l'inconscient collectif kurde? Bien évidemment, ce sentiment, il est très fort. Quand on écoute les simples habitants kurdes ou quand on écoute les dirigeants, les politiciens, les activistes, le discours commence toujours avec cette promesse non tenue de la communauté internationale, tout d'abord, mais ensuite, on parle aussi, bien sûr, d'une promesse qui n'a pas été tenue de la part des dirigeants turcs, des fondateurs de la Turquie républicaine, puisque pendant la phase de la formation de la Turquie, on parlait aussi d'un État qui serait un État des Kurdes et des Turcs. Donc, sentiment de trahison 2 fois. Trahison, répression qui s'est exercée sur, disons-le clairement, sur les 4 composants de ce Kurdistan, à des degrés divers, à des moments divers, mais répression. Est-ce que les Kurdes continuent de souffrir de cette répression? Oui, bien évidemment. Donc la situation s'est calmée en Irak depuis. Ça avait commencé en avec la guerre du Golfe, oui, ce statut d'autonomie. Mais par exemple en Iran, on n'en parle jamais des Kurdes. On n'en parle pas, mais il y a une répression puisqu'il y a assez souvent des pendaisons et très souvent ce sont des activistes kurdes. Et dans certains cas, ce sont des activistes qui sont pendus, mais on ne dit pas que ce sont des activistes. On parle de la drogue, on parle du droit commun, ce genre de choses. Et en Turquie, actuellement, il y a une répression. D'ailleurs, ces derniers temps, les médias en parlent. Il y a au moins 8000 activistes kurdes qui sont arrêtés. Et parmi ces activistes, il y a des journalistes, il y a des maires élus, il y a des gens qui ont été élus pendant les élections nationales qui sont en prison. Et là, actuellement, il y a une grève de la faim qui est en cours. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est le 43e jour. La langue kurde... de la faim. Oui, la grève de la faim. Il y a un certain nombre de répressions qui visent la langue kurde. Depuis un certain moment, on parle des cours kurdes comme une option, mais l'enseignement dans la langue kurde est n'est toujours pas accepté. Et il y a... L'actualité, c'est la Syrie. Il y a des Kurdes de Syrie, des Kurdes en Syrie. Eux ne sont pas vraiment reconnus pour le moment. Quel est leur statut? On les laisse tranquilles? Non, pas vraiment. Pour le moment, je pense que quand vous dites pour le moment, vous pensez à ces événements récents. Ils ont beaucoup souffert aussi de la répression. Des centaines de milliers d'entre eux n'ont d'ailleurs même pas une existence juridique. Ils n'existent pas tout simplement parce qu'ils ont été déchus de leur nationalité. Mais depuis un certain moment, il y a une espèce d'autonomie de facto. Voilà, semblable à cette évolution qu'on a vue en Irak après la guerre du Golfe. Et d'ailleurs, la question est très médiatisée actuellement parce que puisque le régime syrien est actuellement faible et il a retiré ses forces du Kurdistan, les Kurdes ont créé une sorte d'autonomie de facto. Ils gèrent leurs affaires, même s'il y a la présence des fonctionnaires ou des soldats du régime. Merci de nous avoir éclairé sur le Kurdistan en général, ou plus exactement ces 4 Kurdistans. Can Yilmaz, je rappelle que vous êtes donc chercheur au département d'histoire générale de l'Université de Genève. Merci à vous. Merci à vous. Il y a eu un printemps arabe. Il n'y aura pas de printemps kurde et il n'y aura pas de printemps kurde pour au moins 3 raisons. La première, c'est que l'heure est à la prévention répressive ou la répression préventive, c'est la même chose, en tout cas vu d'Ankara ou de Téhéran. Pas de printemps parce que l'on jette actuellement en prison les intellectuels dont on pense qu'ils pourraient mobiliser les foules. C'est ainsi qu'en Turquie, on multiplie les arrestations de professeurs, d'écrivains, d'éditeurs, de syndicalistes sensibles à la cause kurde. La Turquie détient le record mondial du nombre de journalistes emprisonnés. La quasi-totalité de ces journalistes étant poursuivis en justice pour des supposés liens avec le PKK. Deuxième raison de ce non-printemps, les Kurdes eux-mêmes, divisés, éclatés géographiquement et politiquement dans 4 États qui savent à merveille jouer sur les particularités, voire les inimitiés des populations kurdes. Enfin,
Il y a l'indifférence du reste du monde actuel, peu sensibilisé à la cause kurde, laquelle, c'est peut-être son tort, est bien silencieuse pour ne pas dire muette. Le Kurdistan n'est pas à la une de l'actualité, ni au printemps, ni en hiver. Dans l'immédiat, il est tout simplement hors saison. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions en vidéo. Ce que l'on voit aujourd'hui des différents Kurdistans, des éléments de cartographie pour mieux situer ce peuple sans État, notre séquence vue du passé, les meilleurs sites et ouvrages pour comprendre ce dossier géopolitique, Géopolitis en podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.